Podcast, la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 14, le réseau Den Hollywood. Retour sur quelques affaires de pédophilie à Hollywood. À la mi-novembre, un documentaire explosif est passé presque inaperçu à Hollywood, intitulé An Open Secret. Raconte le parcours de quelques enfants acteurs qui ont vite été embarqués dans le système pédophile local. Ce film raconte l'embrigadement de ses victimes, des enfants acteurs, dans le système, la broyeuse du showbiz. Un système qui ne date pas d'hier et qui a encore de beaux jours devant lui. La réalisatrice Amy Berg, qui avait déjà fait un documentaire sur les abus sexuels commis dans l'Église catholique, a connu quelques déboires avec ce dernier film. En plus des procédures judiciaires lancées par les intéressés, une diffusion pour la presse prévue le 4 novembre a été annulée. Et personne ne veut distribuer le film. L'omerta. Si bien que lors de l'avant-première le 14 novembre, certains journalistes se demandaient si ce ne serait pas aussi la dernière diffusion du film. Ce documentaire évoque un certain John Connolly, ancien agent du New York Police Department, qui est devenu journaliste et a tenté de dénoncer le réseau pédophile d'Hollywood il y a 10 ans. Connolly parlait d'un réseau pédophile concernant le milieu hollywoodien, ce qui lui a valu quelques problèmes, notamment avec un détective privé des stars, sulfureux d'Hollywood, un dénommé Anthony Pellicano, qui l'a menacé de mort après ses révélations. Pellicano était par exemple l'homme de main de Steven Seagal, qui lui a demandé de faire taire une journaliste, celle-ci enquêtait sur les liens entre Seagal et la mafia. Quand Pellicano a été inculpé pour plus d'une centaine de chefs d'inculpation, tout Hollywood craignait les révélations qu'aurait pu faire ce spécialiste des écoutes téléphoniques. Michael Jackson avait fait appel à lui pour désamorcer une énième plainte pour des abus sexuels sur un mineur. Ceci alors que le FBI dispose depuis 1989 de preuves concernant la pédophilie de Jackson et ses versements à pas moins de 24 victimes. Mais Pellicano a aussi travaillé pour le FBI, d'après l'un de ses employés. De fait, le tabou sur les pédophiles locaux est énorme, et on sait que c'est bien le milieu du showbiz qui se débrouille pour que le documentaire An Open Secret ne soit pas distribué. Quant aux critiques, elles sont généralement peu favorables. Je vous invite évidemment à regarder ce documentaire sur le mur vidéo de l'association. Le miroir aux alouettes. Le documentaire retrace via des interviews les parcours de 5 hommes qui ont été abusés à Hollywood pendant leur adolescence, dont Michael Egan, celui qui a porté plainte contre Bryan Singer, le réalisateur de X-Men, avant de retirer sa plainte. Les 5 victimes cherchaient à devenir acteurs et sont tombées dans une agence véreuse et un milieu pourri auquel ils ne s'attendaient pas. Un nom qui revient souvent dans les propos des témoins est DEN, pour Digital Entertainment Network, une des premières chaînes télé sur Internet, aujourd'hui disparue, qui avait lancé une programmation à destination des adolescents. Dès le début, elle a bénéficié d'une grande couverture médiatique. DEN a été créé par le businessman Mark Collins Rector, un dénommé Chad Shackley et l'ex-enfant acteur Brock Pierce. Son président était David Neumann, débauché de chez Disney où il est retourné. En 1999, une première victime porte plainte contre des membres de la direction de DEN, dont Collins Rector. Puis en 2000, 3 victimes ont encore porté plainte contre Collins Rector, déclarant qu'il les avait violées de manière répétée à la fin des années 90. Il a nié, mais a réglé des versements à des victimes pour éviter les poursuites, avant de quitter DEN et les États-Unis. Shackley et Pierce étaient aussi cités par 2 autres jeunes ayant quitté la boîte, qui a coulé, mais ils n'ont fait qu'1 mois de prison. À l'époque, les soirées organisées par Collins Rector dans sa piscine ou sa villa, et où se rendaient de nombreux jeunes du milieu, étaient connues dans tout Hollywood. Et les viols de jeunes y avaient régulièrement lieu. D'ailleurs, le but de ces soirées était justement de trouver un jeune à violer en fin de soirée. En 2007, les dirigeants de DEN ont encore été dénoncés comme des pédophiles par un autre de leurs protégés, entre guillemets, qui avait tenté de se suicider. Dans la lettre qu'il avait laissée, il avait écrit, je cite, « Je ne peux plus continuer, ils m'ont utilisé comme un objet sexuel, j'ai laissé ces salauds faire toutes ces choses horribles sur moi, au revoir. » Fin de citation. Au total, 4 de leurs anciens jeunes acteurs ont porté plainte contre les dirigeants de DEN en 2000. Et tous les 4 décrivent les mêmes techniques pour parvenir à leur fin, la même ambiance avec de la drogue, de l'alcool, des gens en vue, les menaces de mort contre eux et leur famille.
Bryan Singer, le réalisateur de X-Men, a été l'un des financiers de Den. Un autre des types impliqués dans le documentaire étant l'entraîneur Brian Peck, déjà condamné pour des actes pédophiles et qui continue à travailler à Hollywood. Michael Egan est cette victime qui a porté plainte cette année contre Bryan Singer, mais qui a fini par la retirer après quelques semaines d'une campagne médiatique assez violente contre lui. En 2000, il faisait partie des 3 jeunes qui avaient porté plainte contre Colin Rector, Pierce et Sheckley. Egan avait commencé les castings à 12 ans et il est arrivé à Los Angeles l'année suivante. En juin 1998, il entre chez Den. Puis on lui présente des investisseurs qui pouvaient booster sa carrière, mais aussi le chiffre d'affaires de Den. Parmi eux, il y avait un certain Garth Ancier, qui gérait la programmation à la Fox et occupe aujourd'hui un poste élevé chez NBC, ou encore Gary Goddard, producteur à Broadway, et bien sûr Bryan Singer. On l'emmène dans des soirées, on lui donne des petits rôles, on le fait boire, on le drogue. Valium, Vicodin, Xanax, Percocet, Ecstasy. On l'emmène notamment à Hawaï, et il explique avoir été violé par certains de ces types durant près de 2 ans, souvent de manière violente. Egan savait que s'il refusait tout cela, il ne ferait jamais une carrière à Hollywood. Il dit qu'il était devenu un robot. Une fois, on lui a promis un rôle qu'il n'a pas eu. Et on lui a dit que c'était parce que l'acteur choisi avait 18 ans afin qu'il puisse tourner plus longtemps sans supervision. Très vite, Den a fait le forcing pour qu'Egan s'émancipe de ses parents. Sa mère a refusé, bien qu'on lui ait proposé des parts dans la boîte, puis Den s'est cassé la figure suite aux accusations contre Colin Rector. Quand il a porté plainte contre Singer en 2014, il savait qu'on ne trouverait pas vraiment de preuves et que tout ce qu'il dénonçait allait être nié. Avant de quitter la boîte, un avocat lui avait conseillé ainsi qu'à 2 jeunes de collecter des preuves. Ils avaient des photos des différentes drogues, de la pédopornographie, quelques autres éléments. Egan a été attaqué de tous les côtés, discrédité dans les médias, tandis que ceux qui l'accusaient passaient pour les victimes d'une machination. Il a même été menacé et Singer a porté plainte contre lui à son tour. Son avocat, qui l'avait suivi depuis le début, l'a lâché pour les plaintes qu'il venait de déposer. Finalement, Egan a retiré sa plainte contre Singer et les autres, Garth Ancier, Gary Goddard et David Neumann, et il passe pour un menteur dans tout Hollywood. Cependant, la réalisatrice Amy Berg a décidé de conserver son témoignage dans le documentaire. Hollywood, un cloaque pédocriminel ? D'après la Bees Parents Foundation, qui tente de guider les familles de jeunes acteurs d'Hollywood, il est connu que tous les enfants du showbiz ont croisé des pédophiles de très près dans leur carrière au moins une fois et que des centaines ont été agressés sexuellement. Un ancien agent du FBI qui a enquêté sur plusieurs cas à Hollywood explique : quand ils sont dans le tourbillon, ils sont le favori du type. C'est super pendant 6 mois, 2 ans. Et puis leur carrière chute. Et puis le gars en a fini avec toi, il ne te rappelle plus et tu es en colère. Un autre enfant acteur, Corey Feldman, a dénoncé depuis quelques années les abus sexuels qui sont banalisés à Hollywood, entraînant des conséquences graves pour les jeunes victimes, comme ce fut le cas pour son copain Corey Haim. Il dit que la police, à qui il a donné des noms des coupables, était parfaitement au courant, mais n'a rien fait. Je cite : « Le problème numéro 1 d'Hollywood était, est et sera toujours la pédophilie. » Fin de citation. Il a donné des détails sur ce qu'il a subi à l'époque, mais aussi sur le calvaire de son ami Corey Haim, sodomisé lors d'une pause déjeuner sur le plateau, après qu'un homme l'eût convaincu qu'il était normal qu'un jeune garçon et un homme d'Hollywood aient ce genre de relation. Un homme qui est toujours aujourd'hui l'une des personnes les plus en vue et les plus importantes de Los Angeles. Suite à ces viols, les 2 garçons ont été mis au placard, pour, dit Feldman, que personne n'a rien à faire à eux. Ajoutons que Feldman, qui a fréquenté aussi Michael Jackson, considère qu'il s'agissait probablement de la relation la plus saine qu'il avait à l'époque. Alison Arngrim, qui jouait le rôle de Nellie Olson dans La petite maison dans la prairie, a expliqué qu'à Hollywood, tout le monde savait ce qu'il arrivait à Corey Feldman et à d'autres. Elle a aussi très bien décrit le mécanisme qui attire les pédophiles comme leur proie à Hollywood, et cela depuis toujours. En 2012, un autre agent, Marty Weiss, était condamné pour des actes pédophiles sur un adolescent qui était l'un de ses clients de ses 11 à ses 13 ans et a fait pour cela 6 petits mois de prison. Une, entre guillemets, peine loin d'être dissuasive pour les autres pédophiles. Weiss avait expliqué à sa victime que c'était une pratique normale à Hollywood.
Il y a aussi l'agent de Leonardo DiCaprio, quand il était adolescent, Bob Villard, qui est cité par les 5 témoins du documentaire. Il a été poursuivi ainsi que 9 autres personnes dans les années 80 pour avoir notamment diffusé de la pédopornographie, mais il n'a pas été condamné faute de preuves. Il a de nouveau été accusé pour la même raison en 2001. Chez lui, la police a retrouvé des centaines de photos de gamins dans des poses suggestives qu'il a envoyées à d'autres pédophiles. Pour cela, il a pris 3 ans de sursis. Nouveau passage de Villard au tribunal en 2005, et il nie l'accusation d'avoir agressé un mineur de 13 ans, mais prend quand même 8 ans de prison. La boîte de production Nickelodeon, qui produit des séries destinées aux jeunes, avait carrément recruté un pédophile condamné à 6 ans de prison pour avoir tourné de la pédoporno comme assistant de casting. On a aussi appris qu'un autre, condamné pour le kidnapping et l'agression d'un enfant de 8 ans, un certain Jason James Murphy, participait au casting de très grosses productions. Nickelodeon a engagé un autre pédophile condamné, Ezel Ethan Channel, comme assistant de production jusqu'à ce qu'il soit de nouveau arrêté quand on a soupçonné qu'il s'en était pris à un adolescent. En 2011, c'est un compositeur d'Hollywood, récompensé d'un award, Fernando Rivas, qui a été condamné pour avoir produit de la pédoporno et pour l'avoir distribuée. Mais à chaque fois, c'est à peine si les médias évoquent l'affaire, sans jamais faire de lien entre plusieurs d'entre elles, qui pourtant se déroulent souvent dans le même contexte. Quant à l'affaire Egan, sa mère a tenté en vain de faire parler de son fils dans les médias US, y compris chez Oprah Winfrey, et d'autres qui aimaient tellement la polémique. Remarquez, c'est exactement pareil en France. Et quand certains l'ont fait, ils ont montré un scepticisme totalement disproportionné. Quand Egan a retiré sa plainte, ça a été une véritable aubaine pour tout cela. Quand elle avait alerté la police, rien ne s'est passé. Le documentaire An Open Secret jette un pavé dans la mare et fait le lien entre les différents dossiers qui impliquent des dirigeants de Den. Elle ressort les vieilles affaires des années 2000 et les nouvelles accusations contre Bryan Singer et 3 autres investisseurs de Den. Au final, on comprend qu'il s'agit d'un réseau de pédophiles qui s'organisait pour attirer des mineurs dans leur filet. De toute manière, ce genre de pratique semble aussi ancienne qu'ancrée dans les mœurs de certaines personnalités à Hollywood. On se rappelle par exemple du cas de Polanski, qui a violé une candidate actrice de 13 ans après l'avoir droguée. Mais lui a eu la chance d'être défendu par Kouchner, Mitterrand et d'autres types puissants et ou en vue, manifestement pas à l'aise avec leur sexualité. Et le modus operandi était exactement le même avec Polanski il y a plus de 30 ans qu'avec la bande de Den il y a 15 ou 20 ans. Il y a aussi le cas de Woody Allen, qui a quand même épousé sa fille adoptive quand elle avait 21 ans, et est accusé par sa belle-fille de l'avoir violée quand elle était enfant. Avec lui aussi, les médias se montrent d'une rare complaisance. C'est bizarre comme les cas de stars mariées avec des mineurs ne choquent personne à Hollywood. Depuis Elvis Presley ou Jerry Lee Lewis jusqu'au Rolling Stone. Une étude appelée Reconstructing Shirley, Pedophilia and Interracial Romance in Hollywood Ages, donc retrouver Shirley, donc Shirley Temple, la pédophilie et les romances interraciales à l'époque d'Hollywood. L'auteur Ara Osterweil note que dès sa tendre enfance, la petite Shirley Temple a été complètement érotisée par Hollywood. Et nous n'étions que dans les années 30. Il ne faut pas non plus oublier ce qu'a dit Roseanne Barr, qui a passé 30 ans dans le showbiz local au sujet d'Hollywood et des liens avec le programme de contrôle mental de l'armée US MKUltra. Elle explique qu'au final, Hollywood perpétue des valeurs racistes, sexistes, homophobes, et que tout cela est dirigé par certaines personnes de manière intentionnelle. Il est vrai que la CIA possède un département entier dédié à l'industrie du divertissement. Elle a aussi dénoncé le père de Michael Jackson comme étant, selon elle, un programmeur de la CIA dont le but était de formater les victimes. Il y a aussi de quoi creuser de ce côté-là, mais on y reviendra plus tard. Une actualisation sur cette affaire, entre guillemets, sur ce réseau. Sur la belle carrière à Hollywood d'un directeur de casting déjà condamné pour l'enlèvement et le viol d'un mineur il y a quelques années. J'ouvre la citation. En 1996, alors âgé de 19 ans, il a enlevé un garçon de 8 ans alors qu'il était déjà sous le coup d'une inculpation pour abus sexuel sur l'enfant. De Seattle, l'homme a rejoint New York malgré l'imposant dispositif déployé pour le capturer. La célèbre émission America's Most Wanted a permis l'arrestation du pédophile dans un hôtel de Manhattan. Donc du genre perdu de vue, mais un peu plus wanted.
Après avoir plaidé coupable et affirmé avoir compris la douleur qu'il avait causée, Murphy a été surpris en train de faire passer des petits mots à sa victime, suscitant l'indignation de la famille. Fin de citation. Après avoir purgé sa peine en 2001, Jason James Murphy a bénéficié d'une aide psychologique spécialisée et il a repris sa carrière dans le cinéma, après avoir abandonné son nom de famille. Pour l'heure, il ne s'est pas exprimé dans les médias. Accusé de viol sur mineur, Bryan Singer propose 150 000 $ pour éviter un procès. Bryan Singer est-il tiré d'affaire? La presse américaine révèle que le réalisateur américain, de 53 ans, a proposé mercredi de verser la somme de 150 000 $ pour s'éviter un procès dans l'affaire qui l'oppose à César Sanchez Guzman. En décembre 2017, ce dernier avait déposé plainte contre l'auteur de Bohemian Rhapsody, le biopic sur le groupe de rock Queen, l'accusant de l'avoir violé en 2003 lors d'une fête sur un yacht à Seattle, alors qu'il n'avait que 17 ans. Depuis, Bryan Singer a toujours nié en bloc. Comme il l'avait déjà fait en 2014, lorsqu'il avait été accusé de faits similaires par un certain Michael Egan qui avait fini par retirer sa plainte. En proposant un accord financier qui doit encore être validé par la justice américaine, les avocats de Bryan Singer cherchent à mettre un terme à une procédure coûteuse pour leurs clients comme pour la partie opposée. César Sanchez Guzman fait en effet l'objet d'une procédure de faillite depuis plusieurs années, et le trust chargé de ses intérêts lui recommanderait d'accepter la somme, supérieure aux frais générés par un éventuel procès. Un personnage à la réputation sulfureuse. Dans un communiqué, les avocats du cinéaste précisent que sur le fond, le cinéaste clame plus que jamais son innocence. Je cite « Monsieur Singer a toujours nié connaître cet individu et donc avoir eu la moindre interaction avec lui il y a 15 ans, assure-t-il. » Fin de citation. La fin d'un sulfureux feuilleton? Possible. Reste que l'affaire semble avoir durablement terni l'image de l'un des champions du box-office américain depuis le succès du thriller Usual Suspect en 1995. En janvier dernier, une enquête du magazine The Atlantic était venue semer le trouble au sujet d'un personnage au cœur de multiples rumeurs dans le sillage de l'affaire Weinstein. Parmi les nombreux témoins interrogés, l'un d'entre eux y décrivait le cinéaste comme un prédateur sexuel qui assommait les gens d'alcool et de drogue afin d'avoir des relations sexuelles. Tous évoquaient la complaisance des gens du métier à son égard. On peut également citer Kevin Spacey, qui a été aussi concerné récemment. Et puis je vous laisse regarder un petit peu tous les scandales de pédophilie sur Hollywood qui se multiplient depuis ces dernières années.